Pourquoi Faure Gnassingbé, qui est héritier d'un régime issu du colonialisme et du néocolonialisme français, pourquoi Faure Gnassingbé fait-il ce pas vers Moscou? Ça, c'est la première question à laquelle il faut répondre. Parce que si on ne sait pas pourquoi il fait ça, on ne peut pas comprendre le risque qu'il prend. Alors aujourd'hui, on va décortiquer un mouvement géopolitique assez surprenant, le virage soudain du président togolais Faure Gnassingbé vers la Russie. Oui, et c'est un vrai virage. C'est ça, ce qui est fascinant, c'est le paradoxe. On parle de l'héritier d'un régime historiquement très très proche de la France, vraiment ancré dans ce qu'on appelle le néocolonialisme français, quoi. Absolument. Et voilà qu'il se tourne de manière hyper décidée vers Moscou. Alors, la question c'est pourquoi ? Pourquoi ce virage à 180 degrés? C'est la question clé, en effet. Et ce que nos analyses montrent, c'est que ce n'est pas du tout un coup de tête. C'est un calcul très réfléchi qui répond en fait à 3 énormes oppressions. D'accord. L'idée, c'est vraiment de décortiquer cette logique, de comprendre ce qui se passe dans sa tête. Alors, justement, si on veut comprendre sa logique, on commence par où? C'est une décision qui vient d'en haut, une pure stratégie, ou est-ce qu'il répond à une pression de la rue? L'analyse pointe très clairement vers la deuxième option pour commencer. Il y a une véritable lame de fond panafricaine en ce moment, et le Togo n'y échappe pas du tout. On observe un sentiment populaire de plus en plus hostile à la présence française, et en même temps une sympathie qui grandit pour la Russie. Perçu comme un partenaire différent, j'imagine. Exactement, moins paternaliste. Gnassingbé, il regarde ça, il écoute, il voit très bien que les Togolais sont solidaires de ce qui se passe. Au Mali, au Burkina Faso, au Niger, oui. Voilà, c'est ça. Ignorer cette vague, pour lui, ce serait politiquement suicidaire. Ah oui, c'est intéressant ça. Donc en fait, un enjeu de politique étrangère devient une question survie politique intérieure. Il surfe sur la vague pour ne pas se faire emporter, quoi. C'est exactement ça. Il essaye de se reconnecter avec son opinion publique, de s'aligner sur une tendance continentale très forte. C'est sa première assurance vie. Et j'imagine que cette pression populaire, elle ne s'arrête pas aux portes des casernes. L'armée dans tout ça. C'est souvent le nerf de la guerre. Et c'est le deuxième pilier, peut-être même le plus critique. L'armée togolaise est en première ligne. Elle subit des attaques terroristes, elle a de lourdes pertes, le moral en prend un coup. Bien sûr. Et par-dessus ça, il y a une perception que ces services de renseignement prennent très au sérieux. C'est l'idée que ces groupes terroristes seraient en réalité des mercenaires soutenus en coulisses par l'OTAN et la France. Oula, attendez. Ça, c'est énorme comme idée. Que ce soit vrai ou pas, si ses propres soldats le pensent... La situation devient explosive, carrément intenable. Le risque pour lui, c'est de se faire accuser de non-assistance à armée en danger. C'est un motif de coup d'État tout trouvé. Et il a des exemples récents. Il a vu ce qui est arrivé à Mohamed Bazoum au Niger, un allié fidèle de Paris, renversé par sa propre garde. Donc en se tournant vers Moscou, il envoie un message très fort à ses troupes. Le message, c'est « Je suis de votre côté ». C'est ça. Je suis avec vous, je ne serai pas laxiste avec ceux qui vous tuent, et je vais trouver des partenaires efficaces. C'est une manœuvre pour ressouder la loyauté de l'armée. D'accord. Donc, il sécurise sa base populaire, il rassure son armée, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi une dimension plus personnelle. Un calcul froid basé sur l'histoire récente. Une perte de confiance, peut-être. C'est le troisième et dernier moteur. L'analyse est formelle là-dessus. Faure Gnassingbé ne considère tout simplement plus la France comme un partenaire fiable. Ah oui. Il a une bonne mémoire. Il a vu le sort d'autres dirigeants qui ont longtemps servi les intérêts français avant d'être lâchés. Comme qui, par exemple? Kadhafi en Libye, Blaise Compaoré au Burkina, Mobutu. La liste est assez longue en fait. Et le cas de Bazoum au Niger, ça a dû avec la goutte d'eau. C'est l'exemple le plus frappant, oui. Il a vu la France, malgré toutes ses déclarations, incapable de sauver un allié aussi proche. La leçon qu'il en tire est simple et brutale. C'est-à-dire? Quand ça devient vraiment critique, le partenaire français peut faire faux bond. Il a compris qu'il devait diversifier ses alliances pour garantir sa propre survie. Donc si on résume, on a un cocktail quasi parfait. La pression de la rue, la méfiance de l'armée qui souffre et sa conviction personnelle que son allié historique n'est plus fiable. Dans ce contexte, le virage vers Moscou semble presque logique, en fait. Une évidence stratégique. C'est exactement ça. L'analyse nous donne vraiment le pourquoi de ce mouvement. Et quand on met les pièces ensemble, c'est beaucoup moins surprenant. Mais ça nous laisse avec une grande question pour l'avenir. Laquelle? Est-ce que ce pivot vers Moscou est juste une manœuvre calculée pour la survie du régime à court terme, ou est-ce qu'on assiste vraiment au début d'un réalignement géopolitique durable pour le Togo?
Ça, seul l'avenir nous le dira.